Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité sur les ondes de Radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6. Donc, nous allons commencer par vous présenter les vœux au nom du CNCP, le Conseil national des communautés et de JCAMBOUT, donc l'association qui gère sa communication et qui organise les événements. Il est important, effectivement, que dans cette période charnière que nous décrivons depuis une dizaine d'années et qui concerne l'histoire même de l'humanité et l'histoire de notre pays, en conséquence, une période charnière parce que les systèmes dominants, impérialistes, capitalistes, sont en train de s'effondrer et que en face se développent des aspirations et des luttes qui poussent les peuples à construire l'alternative. Et cette période qui annonce un monde nouveau, la mort d'un monde ancien et la naissance d'un monde nouveau, eh bien, nous avons vu que cette année 2022 a vu une accélération du processus de transformation. Nous sommes vraiment à la fin de 2022 dans un temps où il est confirmé que ce changement révolutionnaire au niveau planétaire est en train de s'accélérer. Alors, c'est vraiment le temps du conflit décisif qui oppose les deux mondes et nous devons nous attendre à ce que l'année 2023 nous voit des crises devenir plus profondes, voire des affrontements très importants et comprendre que là, en 2023, tout devient possible. Tout devient possible. Soit une aggravation des difficultés, soit la construction d'une stratégie qui permettra de vivre mieux. Nous sommes vraiment dans un moment où tout est possible. Tout est possible, par exemple, au niveau de l'affrontement militaire qui oppose les forces de l'impérialisme occidental dominant à celles des rivaux impérialistes, mais aussi à celles des mouvements populaires qui montent en puissance. Alors, soit les mouvements populaires qui sont dans une dynamique d'essor prennent le dessus, soit les choses deviendront encore plus difficiles, mais de toute façon vont aboutir au changement que nous souhaitons. Tout est possible, en bien comme en mal, au niveau de la guerre. Tout est possible également au niveau du dérèglement climatique. Soit on continue à croire aux promesses démagogiques des gouvernements qu'on entend lors des rencontres internationales, et puis qui s'accompagnent de la poursuite de la destruction de la planète par les multinationales, donc avec toutes les conséquences en matière climatique que nous savons, de catastrophes, soit on va vers cela, soit l'élan des peuples, les mouvements alternatifs arrivent à arrêter la main des gouvernements aux ordres pour pouvoir commencer une résilience en matière de dérèglement climatique. Aggravation des difficultés économiques possibles avec toutes les mesures anti-économiques, anti-populaires plutôt que prennent les gouvernements impérialistes et occidentaux et les gouvernements non occidentaux mais qui choisissent des dynamiques libérales, soit on aura cette aggravation ou au contraire, on aura une résistance accélérée des peuples et une construction des réponses économiques qui nous permettront de lutter contre la pauvreté, contre le délitement social, contre le délitement culturel qui nous frappe. Et donc, voilà ce qui peut nous attendre. Et c'est important de comprendre que notre action individuelle et collective est déterminante dans le chemin qui sera emprunté vers la déliquescence
ou vers l'amélioration de nos conditions de vie. Et c'est en ce sens qu'il nous faut formuler des vœux. C'est une tradition qui est galvaudée, puisque l'on entend toutes sortes de représentants d'institutions raconter des salades pour parler trivialement, et parce qu'ils savent très bien que leur politique n'amène pas à la réalisation des vœux qu'ils émettent, mais c'est aussi un moment où les gens se réconfortent en faisant des vœux. Et c'est pour cela que je voudrais déjà attirer l'attention sur la nécessité de lutter contre le défaitisme. Beaucoup de gens sont désabusés. Depuis leur naissance, chaque année, ils disent meilleur vœu de santé, de bonheur, et puis les choses empirent, à tel point que maintenant, beaucoup disent que ça ne sert à rien de formuler de vœux. Moi, je ne dis pas de vœux parce que ça ne change pas la réalité. C'est une erreur qui est nocive aux relations humaines parce que les vœux ont une signification importante dans les liens sociaux. Le fait que tout le monde s'encourage, se dise ça pourra aller mieux, je souhaite que ça aille mieux, mais cela, ça a une incidence, ça a des faits, parce que ça permet de lutter contre la détresse. Ça permet à beaucoup de gens qui sont en souffrance de se voir entourés, de se voir encouragés, et donc d'avoir quelques forces supplémentaires pour lutter contre leurs difficultés. Il est important de comprendre que dire les vœux, ce n'est pas simplement une formalité. D'habitude, c'est une nécessité pour tisser des liens sociaux importants, pour encourager ceux qui sont en se redonner confiance. Quand il y a une armée en guerre, nous sommes bien en guerre. Si vous avez des gens dans vos rangs qui vont dire à tous autour d'eux, ah, ça ne sert à rien de se défendre, ça ne sert à rien de vous dire nous pouvons gagner, eh bien, ils démoralisent les troupes et ils servent l'ennemi. Au contraire, il faut encourager. Les vœux ont cette fonction-là. Alors, c'est vrai que se contenter de faire des vœux et retourner dans un train-train quotidien où on ne fait rien pour changer la réalité, cela n'a pas de résultat dans l'amélioration de la vie. Mais soyons sûrs que les vœux peuvent être exaucés si nous les accompagnons de pratiques. Alors oui, nous formulons pour chacun et chacune nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Mais pour que ces vœux-là soient exaucés, il nous faut comprendre qu'ils doivent être associés à la compréhension des réalités qui nous entourent et des moyens qui permettront de transformer cette réalité, notamment par la prise de conscience de l'importance de l'engagement personnel de chacun, de chacune dans ce combat que nous devons mener pour améliorer la propre vie de chacun et celle de la communauté humaine en général. Nos meilleurs vœux de santé, par exemple, doivent s'accompagner de la lutte pour combattre, pour annihiler les mesures ultralibérales qui sont prises par les gouvernements au pouvoir de façon à détruire les services publics, à réduire les nombres de lits d'hôpitaux. Donc, pour avoir une meilleure santé, il faut défendre les services publics. Il faut défendre la médecine populaire que les gouvernements, en particulier chez nous, essaient de détruire de façon à remettre toutes les possibilités de soins entre les mains de multinationales pharmaceutiques qui vont négliger les guérisons des pauvres pour rentabiliser les ventes de médicaments. Nous l'avons bien vu dans le Covid avec cette lutte irresponsable et criminelle qui consistait à empêcher que des gens se soignent avec des médecines populaires pour pouvoir acheter des vaccins bien chers entre les mains des multinationales. Lutter pour une meilleure santé, c'est faire des vœux pour encourager les gens, mais c'est défendre les soignants qui sont persécutés par
tenants de la politique ultralibérale dans ce domaine. Donc, il nous faut comprendre que le vœu est nécessaire, mais qu'il doit s'accompagner d'une lutte intransigeante contre ceux qui font que notre santé ne soit pas prise en compte. Nous aurons, par exemple, une meilleure santé en choisissant une meilleure alimentation, en décidant de sortir de l'aliénation, du conditionnement et qui nous amène à nous tourner vers la malbouffe, vers les McDo, vers l'excès de pizza, etc., hein, pour pouvoir développer une consommation fondée sur l'autosuffisance alimentaire, sur la consommation de produits endogènes, sur des alimentations qui sont capables de nous donner des apports en vitamines qui ne soient pas porteuses d'adjuvants, de conservateurs, etc. Nous pouvons améliorer notre santé en ayant une politique de contrôle de nos esprits quant à la façon d'organiser notre alimentation. Quand nous écoutons les vœux des gouvernements, en particulier du président de la République, M. Emmanuel Macron, ou du préfet qui est en Martinique, nous avons le droit d'être en colère. Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont cyniques, qui sont hypocrites, qui sont arrogants, qui viennent se moquer de nous en disant « je souhaite que vous alliez bien, mais je vais pousser la retraite à 65 ans. Je souhaite que, mais je vais continuer ma politique de sabotage du droit des chômeurs. Et puis je viens vous dire, alors, meilleur vœu, prenez de la trique, prenez de la répression, prenez des injustices, payez des impôts indus pendant que je défiscalise les grandes entreprises, et puis, bon, meilleur vœu pour 2023. On a le droit de sentir la colère quand on écoute cela, mais nous avons aussi le droit de résister. Nous avons le droit de dire, nous construirons notre meilleure santé, nous construirons notre bonheur en combattant ce système. Et par exemple, nous devons comprendre que lutter pour la santé, c'est soutenir les médecins qui sont poursuivis comme l'une de ces personnes qui ont sauvé des milliers de gens pendant la crise de Covid. Des milliers de gens sont passés entre les mains d'une trentaine de docteurs, hommes et femmes, en Martinique, qui ont traité le Covid et qui n'ont pas eu un mort à déclarer. Ce qui veut dire que ceux qui sont morts à cause des non-traitements, à cause des fermetures des lits, ce sont des gens qui ont été assassinés par la politique ultralibérale. Tandis que des médecins qui ont porté des solutions, qui ont soigné, qui n'ont pas eu de mort, sont poursuivis, sont convoqués à la gendarmerie de Casse-Pilote. Nous devons comprendre que notre meilleure santé passe par un engagement pour défendre le personnel de la santé, pour exiger la réintégration de ces gens qui ont été injustement et suspendus au mépris du droit du travail, au mépris du code du travail, au mépris des nécessités de soins de notre population. Alors oui, il nous faut lutter pour ressouder les liens sociaux. Il nous faut lutter, avoir le courage de dépasser les conflits internes, les divisions, comme Fanon disait, relevées de la violence circulaire, qui fait que des voisins se battent pour une branche qui passe sur une clôture, que des gens s'insultent pour des choses secondaires, pendant qu'un gouvernement détruit notre pays, détruit nos familles. Il nous faut avoir le courage de regarder nos difficultés en les comprenant. Et ici, je veux lancer un appel vraiment profond à notre jeunesse qui est déviante, à ces jeunes qui se tirent les uns sur les autres. Jeunes, vous êtes dans cette situation de délinquance parce que la société vous a privé de culture, vous a privé d'emploi digne, vous a privé de liens sociaux valables. Identifiez vos ennemis. Regardez-vous dans la glace, vous qui arrachez
une chaîne du cou d'une vieille femme et vous la faites tomber, vieille femme qui aurait pu être votre grand-mère, qui a souffert toute sa vie pour arriver à élever ses enfants, regardez-vous dans la glace et dites, qui dois-je attaquer? Contre qui je dois me retourner? Est-ce que je dois renforcer l'unité de mon peuple, lutter aux côtés de tous ceux qui s'organisent pour l'émancipation de notre peuple? Est-ce que j'ai le droit de gâcher ma vie, de finir en prison, de finir par balle, de continuer à m'enfoncer dans la drogue que ces gens-là permettent de circuler, dont ces gens-là permettent la circulation dans notre pays? Parce qu'ils s'ils voulaient vraiment lutter, il y aurait des moyens alternatifs. Appel à cette jeunesse et appel aux adultes pour ne pas regarder cette jeunesse-là comme des voyous qui ont perdu des repères, qui méritent d'être assassinés. Voyez que ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants et qui sont dans la dérive parce qu'on les y a conduits et que nous avons travaillé à faire sous la société pour que nos enfants n'aillent pas dans la dérive. Nous avons lutté contre les dérives intellectuelles, comme diraient nos amis, qui font qu'on est perméable à toutes les propagandes démagogiques, à tous les mensonges et à toutes les divisions entretenues. Nous avons lutté contre cela pour regagner notre libre arbitre, notre façon de contrôler notre vie. Alors évidemment, ça nous demande d'ouvrir nos esprits à un débat serein, à la connaissance. Ça nous demande de nous organiser pour que nos connaissances mutuelles s'enrichissent les unes des autres et que nous ayons les meilleures stratégies pour combattre les ennemis. Que l'année de 2023, qui arrive soit celle où nous nous unissons pour pouvoir accélérer la marche pour la souveraineté et pour l'émancipation individuelle ou collective. Il nous faut comprendre que sans cette unité-là, une unité fondée sur le respect, nous ne pourrons pas élaborer des rapports de force qui nous permettront de renverser ces ennemis qui détruisent la famille, qui détruisent la société, qui détruisent la planète. Donc, 2023 doit pour nous être le moment où notre lutte va faire un bon spectacle. Et là, les vœux que nous faisons de bonheur et de santé, eh bien, ils seront réalisables et nous marcherons vers une meilleure vie commune et individuelle dans notre société. Nous vous remercions et nous faisons confiance à notre peuple, comme nous faisons confiance à toutes les forces progressistes de l'humanité, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur nationalité, les forces populaires doivent s'unir pour changer le monde. Alors, merci de votre attention. Après avoir présenté les vœux au nom du CNCP et de Jikambout, nous allons passer à une deuxième partie de l'émission où nous allons faire une rétrospective de ce qui s'est passé dans notre pays et autour dans le reste du monde pendant l'année 2022. Nous allons d'abord parler de ce qui se passe au niveau international, parce que incontestablement, cela détermine pour l'essentiel tout ce qui se passe dans notre pays en matière économique, en matière sociale, en matière culturelle, bref, dans tous les domaines. Et ce que nous devons retenir de l'année 2022, c'est la confirmation des effets absolument destructeurs du dérèglement climatique. Au niveau de la planète, on a vu alterner des incendies destructeurs massifs suivis de catastrophes opposées avec des inondations qui succédaient aux sécheresses
des glissements de terrain, des pays entiers qui se voient couverts par des pluies absolument impensables jusqu'à présent. Et puis, on a vu également des bousculements dans les températures. Les États-Unis sous une tempête, des blizzards jamais connus dans leur histoire qui paralysent l'économie. Donc, on a vu ça. C'est la réalité. Et tous les experts le confirment. Les choses iront en s'aggravant. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de 2022, cette succession de catastrophes liées au dérèglement climatique. Nous avons également vu une aggravation de la désorganisation de l'économie mondiale et des organisations économiques nationales par voie de conséquence. Pourquoi? Parce que les mutations qui se font et qui ne peuvent pas être évitées, liées au développement de ce qu'on appelle des forces productives, des moyens d'échange, etc., ont connu une accélération pendant 2022. Vous savez que l'un des éléments majeurs dans l'économie, des moteurs majeurs dans l'économie, ce sont les monnaies. Jusqu'à présent, l'économie mondiale était dictée par le fait que le dollar, c'était la monnaie d'échange obligée pour le commerce international. 2022 a vu l'accélération du basculement des moyens de paiement. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les monnaies de pays comme la Chine et la Russie se sont imposées. D'autre part, parce que les problèmes économiques ont déstabilisé la valeur des monnaies des pays occidentaux. Je n'irai pas plus loin. Nous voulons simplement comprendre que le moteur monnaie est déréglé. Si ce moteur-là est déréglé, tous les échanges en subissent les conséquences. Mais le dérèglement économique a été accéléré également par le fait que les conflits, les guerres, les mesures internationales imposées par les Occidentaux, les sanctions, les vols d'avoirs de différents pays, etc., a remis en cause la liberté de commerce, le libre commerce, le libéralisme qu'eux-mêmes prétendaient développer. Donc, le résultat, c'est que les circuits, les filières ne fonctionnent plus. Il faut ajouter à cela que la politique ultralibérale menée par les pays occidentaux qui cherchaient à maintenir au plus haut niveau tous les profits des multinationales. Et en 2022, il y a une série de dispositions qui ont été prises au niveau international pour favoriser les multinationales. Mais cela a une conséquence, c'est que les services publics sont laminés, cela entraîne une pauvreté et une coupure entre le monde de la finance et les besoins de l'économie, les besoins de l'économie réelle. Donc, on est dans une phase de déliquescence irréversible en matière économique. Donc, ça fait 2022 a accéléré ce mouvement-là. Alors, il y a évidemment la guerre, parce que les impérialistes occidentaux se rendant compte qu'ils perdent leur hégémonie et que leurs rivaux chinois, russes, indiens prennent le devant de la scène, eh bien, ils sont prêts à déclencher les guerres, et c'est le sens de la guerre en Ukraine. Ils sont prêts à déclencher des guerres pour rebattre les cartes et essayer de se rester au pouvoir. La guerre en Ukraine n'est pas un incident lié à un méchant dictateur qui veut occuper un pays gentil et démocratique. Ce n'est absolument pas cela. C'est la suite de l'affrontement entre des puissances impérialistes rivales. L'OTAN a voulu encercler
la Russie de César a voulu placer des régimes à sa solde et pour pouvoir attaquer la Russie a pris les devants. Il ne s'agit pas, nous le disons tout le temps, de mettre des jugements moraux ou de prendre parti pour l'autre. Il s'agit de dire 2022, c'est le déclenchement du conflit militaire généralisé qui va justement s'étendre, qui va s'approfondir, qui annonce l'affrontement autour de Taïwan, qui annonce beaucoup d'autres guerres. On va vers ce conflit généralisé et c'est 2022 qui a été le tour de clé qui ouvre la boîte de Pandore. Donc, cela, c'est 2022, c'est ce que ça nous a apporté. Et puis, face à l'aiguisement des contradictions entre les mouvements populaires, les pays anti-impérialistes et les puissances impérialistes, on observe une fascisation pire que celle qu'on a eue et qui a mené Hitler au pouvoir. Ça veut dire que dans tous les pays, sans exception, les gouvernements occidentaux qui défendent des politiques ultralibérales ont pris toute une série de lois pour fasciser la société. En France, il y a eu des lois pour contrôler les individus, pas forcément de façon ouverte. Nous prenons un exemple. Les lois qui ont été votées concernant les données de santé, la gestion des données de santé de tous les individus sans exception. Et qui confère à une multinationale des États-Unis la gestion de tout ce qui est l'informatisation des données personnelles. C'est une loi de fascisation, parce que ça donne à des multinationales impérialistes états-uniennes le moyen de contrôler la santé de chaque individu en particulier, et le parcours de santé de chaque individu. Donc, c'est une loi qui participe de la fascisation, sans le paraître. Mais la fascisation, c'est également les idéologies les plus réactionnaires qui reviennent, par exemple concernant l'oppression des femmes. On parle des talibans qui, de façon absolument criminelle, irrationnelle, empêchent les femmes d'accéder à l'éducation, et les femmes ont bien raison de se mobiliser, de se battre pour pouvoir renverser le régime des talibans. Mais l'oppression des femmes, c'est internationalisé. Les États-Unis, on a vu ces États qui se sont précipités pour rendre plus difficile l'accès à l'avortement après une décision de la Cour suprême. Mais en Pologne, en Hongrie, en Inde, il y a effectivement un recul très important concernant le droit des femmes. Et il ne faudrait pas croire que dans les pays occidentaux où la femme est soi-disant présentée comme libérée, le phénomène n'existe pas. Parce que la soumission de la femme, la rétrogradation de la femme a accéléré dans tous les pays occidentaux avec la généralisation de l'industrie pornographique, les violences qui sont liées à l'idéologie occidentale ont explosé en France comme partout ailleurs, parce que dans les films, dans tout ce qui est média, l'idée de l'infériorisation de la femme, de son maintien dans un statut d'objet, eh bien, ça a été généralisé. Donc, le fascisme, c'est ça aussi, c'est le recul des droits. Le recul des droits des femmes, le recul des droits des travailleurs. Pas autour les conquêtes syndicales qui permettaient aux salariés, aux ouvriers de défendre leurs droits ont été sabotées, éliminées. Dans tous les moindres détails, les compétences allouées aux conseils syndicaux dans les organismes paritaires ont été réels. On a saboté ça. Donc, on a un phénomène de fascisation.
La question du Covid a été une accélération, a permis une accélération de cette fascisation-là. Et en 2022, nous avons subi les conséquences des mesures imposées par le gouvernement français et chez nous par le préfet et en matière de gestion de la santé, de contrôle des individus. Et là, on avait parlé en 2000, quand on faisait le bilan de 2021, du caractère criminel de la politique du préfet qui avait permis que des touristes viennent en masse, qu'on aille au supermarché, qu'on aille à la Française des Eaux, qu'on aille acheter des téléphones portables en téléphonie, pendant que des petits commerçants qui reçoivent 2 ou 3 personnes et qui avaient pris des dispositions de sécurité, ben, étaient condamnés parce qu'ils n'obéissaient pas aux consignes de confinement, aux consignes de aux restrictions prises par le préfet. On avait vu ça, mais c'était pour conditionner les esprits, on l'avait dit. Mais en 2022, on a subi les conséquences de cela. Ça, la mainmise du gouvernement a continué. Alors là, on a dépassé les mesures restrictives. Heureusement que notre peuple a su résister, on en parlera plus tard. Mais pour revenir à l'histoire de famille, vous avez entendu les vœux d'Emmanuel Macron. Quel est le mot qu'il a le plus mal répété? Travail. Travail. Vous savez ce que ça évoque? Travail, famille, patrie. C'est ça qu'il a dit. Travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie. Il a répété ça. C'était Vichy. C'est Vichy. C'est la soumission à péter. Là, c'est la soumission aux multinationales, à l'impérialisme américain. Mais c'est toujours cet esprit, cette idéologie. Et puis le délitement social, on en a parlé, qui s'est accéléré. Tous les scandales qu'on a connus dans le monde, sur les réseaux de pédophilie, sur les réseaux de traite des immigrés, etc., eh bien, il y a eu accélération. Il y a le fait que les gens parlent davantage, que les mouvements MeToo, que les mouvements de résistance ont poussé les médias à s'y intéresser, mais il y a une dégradation accélérée en 2022 du fait même qu'on sape les bases culturelles et qu'on développe une culture de la violence bestiale qui a fait que la société s'est davantage divisée. C'est ce qu'on remarque globalement au niveau mondial. Mais il y a une opposition qui s'est affirmée à tous les niveaux en 2022. Opposition non visible à travers le retour des gens aux alternatives économiques. Parce que, quoi qu'on en dise, malgré toute la propagande, toutes les lois que prennent les gouvernements occidentaux, la conscience des peuples a progressé. Je me rappelle qu'en 2021, on avait parlé du phénomène et Black Lives Matter, qui révélait que les frontières raciales imposées par les classes dominantes étaient en train de sauter. Et cela a marqué. On a eu en 2021 le début, et cela a continué en 2022, la remise en question des statuts coloniaux, de tout ce qui est direction et dictatoriale des impérialistes. On a vu en 2022 s'accélérer le mouvement pour remettre en question les monarchies. Ils ont fait toute leur propagande autour de la mort d'Élisabeth II d'Angleterre pour essayer de dire que c'est un phénomène mondial, tout le monde pleure, mais ce n'est pas la réalité parce que même en Grande-Bretagne, il y a eu des mouvements de protestation inédits contre la monarchie. Mais la Caraïbe a donné l'exemple avec la glorieuse Barbade qui a dit « stop, pas de monarchie ». Eh bien, on a ce rejet de la monarchie, mais on a le rejet des bases militaires étrangères en Afrique, notamment des bases militaires françaises. Ces peuples qui disent à la France « dehors, dehors ». Eh bien, le phénomène a continué à se consolider et à
le Nigeria. Et donc, on a cette progression de la prise de conscience des masses populaires dans tous les domaines, sur toutes les questions économiques, écologiques, idéologiques, qui vraiment cela a connu une accélération pendant l'année 2022 et cela annonce de futurs combats. Et donc, si on fait un retour sur l'évolution du rapport de force entre les impérialistes et les mouvements populaires, on voit que de nombreux indices montrent que le mouvement populaire est à l'initiative. Faut-il rappeler que les élections en Amérique centrale et en Amérique du Sud ont confirmé que l'ère des dictatures installées par les États-Unis et soutenues par l'Europe est définitivement en train d'être enterrée, avec les résultats au Brésil. D'ailleurs, Bolsonaro, qui a essayé de préparer un coup d'État par ses supporters, a été obligé de partir aux États-Unis avant-hier pour ne pas assister à l'investiture de Lula. Et les masses sont mobilisées pour empêcher qu'un coup d'État parlementaire soit fait. Mais parce que la majorité reste conservatrice et réactionnaire dans les chambres au Brésil. Mais on a vu comment les masses se mobilisent au Pérou quand il y a eu cette tentative de coup d'État parlementaire. Et puis, en Colombie, le bastion réactionnaire des États-Unis, c'est un gouvernement progressiste qui, hier soir, à l'occasion des vœux, annonce un traité de paix avec les 5 principales forces de guérilla dans le pays. Donc, on a dans le subcontinent américain, une montée en puissance des forces populaires et exigence d'assemblées constituantes, rejet des politiques ultralibérales qui est inscrites dans les constitutions comme le Chili. Donc, on a cela, on a parlé de l'Afrique, en Amérique et dans le continent indien. Dimanche dernier, je parlais du phénomène nationaliste en Inde qui fait que toutes les dispositions, législations qui étaient prises du temps de la colonisation sont remises en question. Et à l'intérieur même des pays occidentaux, des puissances impérialistes occidentales, les mouvements sont en train de se reconstituer. C'est vrai que l'issue du mouvement des Gilets jaunes avait déçu beaucoup parce que la répression des manœuvres gouvernementales avait joué sur le temps et puis la répression pour le mater. Mais les forces sont en train encore de bouillir et les résultats des élections qu'il y a eu en France montrent bien qu'il y a eu un rejet massif des politiques ultralibérales prônées par Macron. Mais alors, ce rejet peut se manifester dans d'autres pays, comme en Italie, par l'émergence ou la consolidation de mouvements populistes et néofascistes. Et l'histoire bégaye peut-être, mais la dynamique globale va nous montrer que nous allons avec 2023, vers une période de lutte intense et qui est de nature à faire tomber les puissances impérialistes. Donc voilà quelques éléments de bilan que je voulais tracer pour ce qui concerne la situation internationale et nous allons enchaîner directement avec le bilan, des éléments de bilan qu'on pourrait tracer pour 2022. Alors, toutes ces difficultés dont nous avons parlé au plan international ont eu un impact évident sur la situation de notre pays, avec la hausse des prix, avec le manque de certains produits nécessaires, avec la destruction des services publics, le délitement de l'Union européenne et les difficultés que la France connaît en Afrique et ailleurs ont eu pour impact un impact certain sur les conditions de vie de la population qui sont devenues beaucoup plus dures, plus difficiles pendant l'année 2022. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps,
cela s'est accompagné d'une prise de conscience de la population qui se conforte dans l'idée que le mythe d'une France gentille, généreuse, protectrice des droits sociaux, ce n'est pas une réalité. C'était une erreur. C'était des illusions. Et la volonté d'avoir des moyens politiques conséquents pour gérer notre pays s'impose. Cela avait commencé en 2021 avec la politique scélérate du préfet Stanislas Cazel et de son gouvernement concernant la gestion de la crise du Covid. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Les gens vous disent, et notamment la jeunesse, vous disent, si nous tenions le pouvoir politique en pays, nous ne pas laisser ces touristes à porter maladie. Si nous avions des moyens de décider, nous aurions soigné nos parents qu'on a laissé mourir dans des couloirs d'hôpitaux avec de l'oliprane et sans oxygène. Donc, les gens ont pris conscience plus massivement. Et de la difficulté naît quelque chose de positif, d'autant plus que le pouvoir colonial français renforce son agressivité. En 2022, nous avons vu la reprise des procès scélérats qui sont faits contre des militants qui étaient allés revendiquer pacifiquement devant des centres commerciaux, juger les empoisonneurs, indemniser les victimes. À tous les coups, ce sont les forces de l'ordre, entre guillemets de l'ordre, françaises, qui ont tiré des lacrymogènes, des LBD sur des gens qui n'étaient pas armés et qui n'attaquaient qui que ce soit. Donc c'est eux qui ont provoqué les incidents. On l'a dit en 2021, et bien les procès ont redémarré. Les procès contre des médecins qui ont soigné des gens, des médecins dont on veut remettre en cause le droit de prescrire, qu'on veut obliger à livrer des données violant le secret médical de leurs patients. Alors, cette répression-là, qu'on veut cacher derrière des meurtres crapuleux qui ont eu lieu, pour les raisons que j'ai expliquées plus haut, à savoir que notre jeunesse est privée de perspectives, privée d'accès à l'emploi digne, privée de culture, privée de moyens culturels et éducatifs, et livrée à la drogue et à la toxicomanie, endoctrinée à la violence et aux comportements bestiaux par des clips, par la sous-culture qui développe. Donc, prenant ce prétexte-là, ils envoient des gardes mobiles, ils envoient des forces de répression qui font des opérations spectaculaires dans les médias pour tromper les gens, mais qui sont là en prévision de véritables émeutes, de véritables luttes radicales qui risquent de se développer en Martinique, colonie qu'ils ne veulent pas perdre parce qu'ils sont chassés de partout dans le monde. Donc, c'est cet aspect d'agressivité du colonialisme qui accélère la politique de génocide par substitution. Vous avez bien entendu qu'on a dit que la population de notre pays continuera à baisser et dans cette population-là, il faudra intégrer de plus en plus des gens de l'autre bord qui sont incités à venir, qui sont favorisés dans l'accès à l'emploi et qui viennent avec des esprits suprématistes, arrogants. C'est ce fameux génocide par substitution qu'annonçait déjà Aimé Césaire. Donc, il y a une pénétration économique, une invasion démographique qui a pour objectif de s'assurer que la colonie reste sous la botte du colonialisme. Donc, ça, c'est la réalité. Et l'autre aspect qui est justement contradictoire, c'est que le développement de la prise de conscience s'est accompagné en 2022, comme en 2021, d'une profonde résistance du peuple martiniquais. Bravo au peuple martiniquais. Bravo à tous ces gens qui ont développé, qui ont multiplié les initiatives économiques
pour revenir à l'alimentation traditionnelle, pour développer l'autosuffisance alimentaire, pour développer la médecine populaire alternative, pour développer les opérations de solidarité entre les Martiniquais partout, qui ont permis que des opérations culturelles, que des activités culturelles et éducatives viennent suppléer au sabotage des services publics par le pouvoir français. On a eu cette résistance-là. On a eu la résistance du peuple martiniquais qui s'est poursuivie pour soutenir les personnels frappés à l'occasion de la crise sanitaire. Nous avons montré que le peuple martiniquais avait raison de refuser l'obligation vaccinale de produits expérimentaux. Nous l'avons prouvé parce que, comme dans le reste du monde, les pays où le taux de vaccination est le moins élevé ont massivement permis à leur population d'avoir une immunité et d'empêcher que de nouveaux variants ne se développent dans la population, de nouveaux variants du COVID-21. Les pays dans le monde qui sont à la 5e, peut-être 6e dose, 8e ou peut-être 9e vague, sont ceux où les savants, les scientifiques sont obligés de reconnaître que plus on prend des doses, plus le temps d'immunité se raccourcit, est incertain, et cela n'empêche pas à la maladie de continuer à se propager. Parce que dès le départ, nous avions dit que c'était des expérimentations qui se faisaient, mais que l'immunité naturelle devait être garantie par une hygiène alimentaire, par des soins appropriés pour permettre donc de faire barrage au virus. Quand on pense que le préfet Stanislas Cazel et son gouvernement interdisaient aux gens d'aller sur les plages, soi-disant pour lutter contre le Covid. L'iode de la mer, le soleil, le vent qui balaie la côte, quand on sait la durée de vie ou la durée de transmission dans l'air d'un virus. C'était une mesure qui ne visait pas à lutter contre la propagation, mais qui visait à domestiquer la population, à mettre l'esprit fasciste, l'acceptation du fascisme de mesures impératives pour que le futur il puisse continuer à fasciser la société. Donc, notre peuple a résisté. Notre peuple a pu résister. Mais il ne faut pas résister seulement contre des mesures irresponsables, scélérates. Il faut résister et construire l'alternative. Et il faut surtout se préparer à prendre le pouvoir politique qui nous permette de décider dans notre sort. En tout cas, 2022 a été une année de grands progrès. Et pour que 2023, comme nous le disions dans les vœux, nous permette d'avancer encore vers le mieux vivre, vers une meilleure santé, vers le bonheur, il nous faut qu'en 2023, nous prenions les leçons de cette année 2022 pour nous former, pour nous organiser, pour nous unir et pour lutter radicalement contre le pouvoir colonial français et les classes suprémacistes qui sont le relais de ce pouvoir dans notre pays. Nous vous remercions de votre attention et nous prenons rendez-vous pour une nouvelle synthèse de dimanche prochain. Besoin, mettez-nous, arrêtez-nous, en allant.